Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, on se retrouve pour notre suivi du menu crowdfunding du mercredi, et cette semaine, malgré le fait que je me sois un petit peu creusé la soupière pour vous faire une intro, j'ai aucune idée de quoi dire, donc du coup on va couper court et on va tout de suite passer aux parties habituelles, à savoir les projets annulés, il y en aura un cette semaine, puis ensuite le suivi des projets auxquels il reste d'abord moins d'une semaine, puis quelques-uns auxquels il reste moins de 10 jours, histoire de faire un petit dernier rappel avant le dernier rappel. Du coup on est parti. Le voilà, le projet annulé, le triple projet annulé en fait, puisque c'était 3 jeux qui nous venaient de Hellboard, de Gameology Inc., qui nous vient lui-même d'ailleurs de Corée du Sud, avec un triple projet Moonleap, Tasso Banana et Stereo Mind, tous les 3 du coup annulés parce que seulement 42 contributeurs se sont massés sur le projet. Massés, c'est même pas le mot qu'on devrait choisir dans ce genre de situation, puisqu'il y a quand même très peu de gens qui se sont intéressés au projet, qui pourtant est pas inintéressant au demeurant, parce que vous le voyez, c'est des jeux en fait où la boîte va être le plateau central, en fait, donc c'est relativement intéressant, c'est tout aimanté, très peu de composants, très minimaliste, mais qui avait l'air assez intéressant sur le papier, en tout cas pour Moonleap plus spécifiquement, et puis également pour Stereo Mind, qui utilisait aussi votre téléphone portable apparemment. Pour le Tasso Banana, j'étais un petit peu moins convaincu. Mais en tout cas, le concept était intéressant. Ils n'ont pas tellement communiqué sur le projet. Et peut-être que ça a tout simplement pas intéressé suffisamment les gens aussi. Mais quoi qu'il en soit, donc les 3 Games with Hellboard a été annulé pour l'instant. On les retrouvera potentiellement dans quelques temps. On passe maintenant du coup aux projets qui eux ne sont pas encore annulés, mais qui s'apprêtent à entrer dans leur dernière ligne droite de campagne. Présenté le 9 octobre dernier dans le menu crowdfunding, Redwood fait plutôt une très belle campagne, il faut le signaler, à 29h de la fin de la campagne, donc attention, si vous voyez cette vidéo juste après la sortie sur YouTube, vous avez encore peut-être quelques heures pour aller le backer, mais certainement pas plus d'une heure et demie, 2 heures à tout casser, donc il faudra vous presser pour éventuellement vous intéresser à Redwood si ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, comme vous le voyez, 2350 contributeurs, 222 000 euros d'engrangés à 29 heures de la fin de la campagne, c'est plutôt un très joli succès pour Sit Down, l'éditeur belge, avec donc Redwood en version francophone bien évidemment, comme tous les projets de Sit Down jusqu'à présent. Et voilà, on est sur une bonne petite bouteille de blanc là, on est même sur une mécanique de précision, sur de la photographie. Redwood, très joli projet, vraiment très joliment illustré également, avec le même illustrateur que pour Bitoku récemment par exemple. C'est un très beau jeu qui vous propose de faire des photographies, avec un petit peu des petits gabarits en plastique qui vous permettent de déplacer votre photographe, et puis d'autres qui vous permettent aussi de déterminer votre champ de vision pour mieux prendre des photos. Le projet est vraiment super intéressant, même si j'ai un tout petit peu peur qu'il fasse gimmick, dans le sens où, une fois qu'on a fait 2-3 parties, qu'on s'est bien éclaté avec les gabarits, on a fait un petit peu le tour du truc, j'ai un petit peu peur que ça devienne lassant assez rapidement. Mais d'un autre côté, c'était quand même, je le rappelle également, mon coup de cœur de la semaine du 9 octobre dernier. Donc je suis quand même malgré tout très intéressé par le projet. J'attends aussi vos retours pour voir si vous avez backé, si vous vous êtes intéressé au jeu, pour quelles raisons, dans les deux cas d'ailleurs, que vous ayez backé ou non, que vous soyez intéressé ou non au projet, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à ce choix, disons. Ensuite, on va aller voir directement les stretch goals. Ils étaient relativement nombreux d'ailleurs. On a été enrichir un petit peu le jeu. Voilà, c'est ici que ça se passe, les stretch goals. Alors, on a essentiellement des améliorations de matériel et un petit peu d'enrichissement de gameplay avec de nouvelles cartes notamment. Par exemple, ici, on a une nouvelle carte de panorama, mais sinon, on a beaucoup d'améliorations de matériel avec du linen finish par exemple, avec une épaisseur revue pour certains des tokens. Également, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi le livret de règles qui apparemment a été revu à la hausse aussi en termes de qualité. On a l'intérieur de la boîte qui sera désormais illustré. On a aussi le screen print sur les tokens qui sera désormais sur les deux faces du token et non pas sur une seule par exemple. Donc en gros, on va osciller entre un petit peu d'upgrade matériel et un petit peu d'ajout, disons, en termes de gameplay. Également, on a vu la miniature de l'arbre qui se trouve dans une des extensions, si je me souviens bien, qui a été revue à la hausse aussi avec 2 cm de plus, mais bon, ça en soi, c'est pas vraiment très intéressant. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que pour les miniatures, comme vous le voyez ici, on a ajouté le wash, donc autrement dit le lavis. Donc les miniatures auront cet effet un petit peu de relief dès le départ, qui est assez sympatoche. Ensuite, on a aussi du foil sur les boîtes. Donc le foil, c'est le petit aspect en surbrillance, disons, sur certaines parties de la boîte. Je pense que les petits liserés, par exemple, ou peut-être le titre également, seront un petit peu en relief, un peu brillant également.
Et ma foi, c'est à peu près tout en termes de stretch goals, en tout cas pour l'instant. J'imagine qu'il y en aura certainement encore quelques autres par la suite, comme vous le voyez ici. Certains sont encore, comment dirais-je, verrouillés, donc il faudra débloquer avec des sommes d'argent un petit peu plus conséquentes, disons, mais ça devrait pouvoir se faire puisqu'il reste à peu près donc une journée. On devrait au moins atteindre 2-3 paliers supplémentaires à mon avis. Et du coup, ma foi, c'est à peu près tout pour Redwood. 2350 contributeurs à ce jour. Je n'y suis pas encore, mais je sais pas, je me tâte encore un petit peu. Il me reste 24 heures pour faire mon choix. On verra bien demain. On continue avec Mind Your Business, jeu qui aurait dû être présenté dans le menu crowdfunding du 2 octobre dernier, qui n'a jamais vu le jour. Vous connaissez un petit peu à connaître la chanson, mais heureusement c'est bientôt fini, puisque les jeux du 2 octobre sont bientôt tous terminés. Mind Your Business est donc un jeu pour 1 à 4 joueurs, avec un jeu de puzzle spatial qui a attiré à l'heure actuelle 400 contributeurs, 16 000 € d'engrangés, 32 heures avant la fin de la campagne. Donc en gros, vous aurez encore l'équivalent de 5-6 heures maximum avant la fin de la campagne lorsque la vidéo sera publiée sur YouTube. Y avait-il des stretch goals sur ce projet, me demanderez-vous? Eh bien oui, mais pas tellement du coup, puisque vous avez vu, la somme débloquée est à peine supérieure au seuil de financement fixé par l'éditeur. Donc les voici, les stretch goals. On a ici, vous le voyez, un nouveau chariot qui a été débloqué, ainsi qu'un petit gobelin déguisé. Ensuite, on a également 17 500 le linen finish sur toutes les cartes, donc les espèces de petits quadrillages que l'on voit sur les cartes parfois, donc une petite upgrade matériel, disons. Et puis pour le reste, d'ailleurs même celle-ci d'ailleurs, 17 500 c'est encore verrouillé, vous le voyez, donc ces deux-là ont été débloqués, mais le reste pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, et vu le rythme auquel se traîne un petit peu la campagne malgré tout, je pense pas qu'on descendra très très bas dans les stretch goals. Peut-être jusqu'ici maximum, et encore je suis pas du tout convaincu. Donc voilà pour Mind Your Business, joli petit jeu de mots, joli petit meeple également, mais au-delà de ça, c'est pas un projet qui casse 3 pattes à un canard non plus. On continue avec Heart of Ice qui avait été présenté dans le menu crowdfunding du 9 octobre dernier. Il ne s'agit pas vraiment d'un jeu de société mais plutôt d'un livre interactif, un peu à la façon d'un livre dont vous êtes le héros, mais sur GameFound, donc je le mentionne rapidement quand même. 22 000 € d'engrangés pour l'instant avec 388 backers, le jeu est financé, il reste 1 jour et 8 heures, donc en gros il vous restera 6 heures environ lorsque la vidéo sera en ligne demain. Et ma foi, c'était à peu près tout. Je crois pas qu'il y avait des stretch goals. Si, il y en avait, excusez-moi. Il y avait des stretch goals, il y en avait 1 sur 1. Ça y est, il a été débloqué. Donc bon, il n'y a pas grand-chose. C'est juste des Ability Cards Upgrade. Il n'y a pas grand-chose à en dire, puisque vous le voyez, il n'y a pas de détails précisément ici. Mais juste, il y aura de nouveaux dessins présents sur les cartes de compétences. Et c'est tout. Donc bon, ils se sont pas trop creusé la soupière pour le coup. Voilà pour Heart of Ice. Autre jeu qui aurait dû faire son apparition dans le menu crowdfunding du 2 octobre dernier, qui n'a malheureusement pas vu le jour, Roan Invasion, avec là encore une fois un truc assez original, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Redwood, une mécanique assez originale avec les gabarits. Pareil ici avec Roan Invasion, c'est un jeu de dice crafting, on va dire, un petit peu à la manière de Dice Forge, que vous avez connu certainement, c'est un jeu assez populaire, mais qui va un petit peu au bout de la logique, dans le sens où là, vraiment, on va aller visser carrément des faces de dés sur le dé lui-même, c'est assez original, ça doit coûter un bras également, donc en termes de coût de production, à mon avis, c'est pas forcément hyper rentable. Au-delà de ça, le jeu, vous l'avez vu, a plutôt une assez jolie direction artistique. Il est plutôt original dans ce qu'il propose. C'est un truc que moi, en tout cas, j'ai jamais vu pour l'instant. Et en plus, c'est pour 1 à 2 joueurs, donc c'est assez facile à sortir, même si le jeu peut tirer un petit peu en longueur. Donc pour Roan Invasion, pour l'instant, 622 contributeurs, 60 000 € d'engrangés, donc ça vous donne un petit peu un aperçu du prix que ça peut coûter quand même, c'est relativement cher. Et il reste 50 heures avant la fin de la campagne, donc disons environ 22 heures lorsque vous verrez cette vidéo. Et ensuite, pour ce qui est des stretch goals, pareil, vous avez vu qu'on vient de dépasser le seuil de financement, donc il n'y aura pas grand chose à se mettre sous la dent, bien évidemment. On aura potentiellement ici un insert en plastique à 65 000 €, mais pour l'instant ce n'est pas encore débloqué. Du coup, on va aller voir tout de suite ce qu'il a été, puisqu'il y a quand même 1 ou 2 stretch goals, si je me souviens bien, qui l'ont été entre-temps. Avec ici aussi, je note que le français aurait pu
théoriquement être débloqué en version francophone, au moins en impression PDF j'imagine, mais pour l'instant il n'y a pas suffisamment de backers pour le justifier, donc pas de version francophone malheureusement. Donc les stretch goals, j'en étais où? Non, ça c'est les pledge levels, excusez-moi. Décidément, cette page est très très longue. Vais-je enfin trouver ce que je recherche? Oui, c'est ça. Ok, donc 1500 et plus souscripteurs, donc backers on va dire. Eh bien ici on avait une nouvelle carte de leader et ensuite à 2000 plus on a aussi débloqué une nouvelle carte de départ. Et là vous allez me dire, Kevin, que se passe-t-il avec ces statistiques? Puisque si vous avez été attentif, si vous avez bien suivi, vous aurez vu qu'il n'y a pas du tout 1500 backers. Ni même 2000 bien évidemment par voie de fait. Donc du coup, pourquoi a-t-on débloqué ces deux nouvelles cartes de stretch goals alors qu'on n'a pas du tout le nombre de backers nécessaires pour le faire? Allez savoir. Et bien en fait tout simplement parce que c'est sur Kickstarter ou sur BackerKit, donc potentiellement qu'on aura des backers supplémentaires via BackerKit, qui est certainement leur système de pledge manager, puisque je n'ai pas vu du côté de chez BackerKit de campagne en simultané pour Rune Invasion. Donc peut-être, je vais rester sur un petit mystère et boule de gomme pour Rune Invasion, mais en tout cas pour ce qui est des autres, comment dirais-je, stretch goals, je pense que l'insert est débloquable assez facilement d'ici demain. Peut-être une carte supplémentaire également, mais on va pas aller chercher grand chose de plus quand même. Du coup, voilà pour Rune Invasion, projet super intéressant en termes de proposition originale, mais un petit peu chéro et avec très peu de stretch goals débloqués malheureusement. Donc 623 contributeurs, 50 heures avant la fin de la campagne, 63 000 € tout pile. On continue avec Philosophie, celui-ci je me rappelle même plus quand est-ce que je l'ai présenté, c'était en début septembre si je me souviens bien. La campagne devait se terminer il y a 3 semaines, 4 semaines, puis ils l'ont prolongée. C'est un truc que j'avais jamais vu jusqu'à présent sur GameFound. Apparemment ils ont autorisé une prolongation de la campagne, j'imagine. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas suffi, puisque Philosophie pour l'instant n'est toujours pas financé. Il reste 2 jours avant la fin de la campagne, 435 backers, 22 000 on va dire 22 000 € d'engrangés sur 24 000 nécessaires. C'est pas suffisant pour ce jeu abstrait, très très abstrait, qui n'a absolument aucun lien en fait avec la philosophie en termes de thématique, puisqu'il n'y a aucune thématique en réalité à se mettre sous la dent pour Philosophie. Mais bon, après ça reste un jeu abstrait qui peut séduire tout un tas de joueurs férus de jeux abstraits, bien évidemment. Ce qui n'est pas spécialement mon cas, parce qu'en fait j'en attendais un petit peu plus, parce que le thème avait l'air sympa, la boîte, la couverture de la boîte était jolie aussi, mais du coup j'ai été assez déçu par la proposition de gameplay, donc je me suis pas plus intéressé que ça au jeu. Voilà pour Philosophie. Alors celui-ci, pour le coup, m'était passé sous le nez et n'est donc pas présenté dans un menu crowdfunding préalable. Il s'agit de Pocketbook Adventures, a Point and Write Dungeon Crawler. Donc oui, vous aurez bien compris, c'est un dungeon crawler en Point and Write, un petit peu à la façon des point and click, donc les jeux vidéo sur PC un petit peu à l'ancienne, sur lesquels on allait cliquer un endroit de l'écran qui nous allait nous dévoiler certains indices ou nous permettre d'accomplir certaines actions. En fait c'est un petit peu une reproduction de ce genre de gameplay là, mais en jeu de plateau, et ça ressemble trait pour trait, sans vouloir faire de jeu de mots d'ailleurs, à un roll and write, mais sans l'aspect de roll du coup. Et si j'en parle rapidement, c'est aussi parce que le jeu marche très très fort. On est actuellement à 1600 contributeurs pour un jeu de ce type là, c'était tout sauf gagné, et 22 000 € d'engrangés sur 2800 nécessaires, 60 heures avant la fin de la campagne. On est sur un jeu qui fonctionne plutôt très très bien, 12 $ plus le shipping, mais le shipping gratuit pour les États-Unis, pas gratuit bien évidemment pour le reste de la planète évidemment. Pour le reste, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, je trouve ça assez quelconque visuellement, pas forcément vilain, mais très très quelconque, disons très très classique, pour choisir un adjectif un petit peu moins limite péjoratif on va dire. Mais au-delà de ça, bon, ça a l'air d'être plus ou moins un roll and write sans l'aspect de roll justement, dans lequel vous allez essayer de faire votre aventure dans ce donjon très basique on va dire, avec des ennemis, des façons de récupérer des points de vie, des items à récupérer, des trésors, etc. Pourquoi pas, après tout, il y a un petit système de combat pas dégueulasse, qui est assez original. C'est pas un jeu pour moi en théorie, mais un petit solo comme ça qui tient dans la poche, qui peut être assez fun à jouer seul comme j'imagine à plusieurs également en collaboration peut-être. J'ai envie de dire pourquoi pas. À vous de voir, vous me direz ce que vous en pensez pour Pocketbook Adventures, malheureusement pas de version française, mais vous l'avez vu, il y a quand même assez peu de texte sur le livret, donc ça devrait pas être trop gênant d'y jouer, même si on n'a pas un niveau de compétence en anglais hyper conséquent. Voilà pour Pocketbook Adventures, il vous restera environ une trentaine d'heures lorsque vous verrez cette vidéo. Présenté le 9 octobre dernier dans le menu crowdfunding pour ceux que ça intéresserait qui auraient manqué l'émission et qui voudraient en apprendre plus sur les mécanismes et l'univers du jeu,
Harrow County, The Game of Gothic Conflict, qu'on va simplifier par Harrow County, c'est le nouveau projet comment ça s'appelait déjà, de Off the Page Games, qui sont derrière, enfin qui est l'équipe derrière Mind MGMT ou Mind Management, qui avait fait un énorme buzz, qui a fait un énorme succès par 2 fois sur Kickstarter, et du coup c'est leur nouveau projet, très très asymétrique, qui peut se jouer de 1 à 3 joueurs, voire même potentiellement, si je me souviens bien, jusqu'à 4 dans une certaine configuration, disons, pour 14 ans et plus, avec des parties de 45 à 90 minutes. Je vous renvoie vivement vers le menu crowdfunding c'était bien le 9 si je me souviens bien, oui c'était le même jour que Redwood, donc c'était le 9 octobre dernier, puisque le jeu est suffisamment intéressant pour vraiment se pencher sur ce sujet, même si visuellement c'est pas extraordinairement joli. En fait, les passages illustrés, les éléments pardon illustrés, même s'ils sont assez uniques dans leur genre, sont pas vilains du tout. Par contre, c'est vrai que la carte centrale, même si elle a double face, hein, ce qui est plutôt intéressant pour la rejouabilité, est pas super belle. Ça fait un petit peu penser à des châteaux de Bourgogne première édition, c'est un petit peu moche, mais bon, ça fait le job en tout cas. Chacune des tuiles est bien reconnaissable, donc ça suffit largement. Mais bon, je vous encourage quand même à vous intéresser parce que y a quand même des factions très 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 asymétriques les unes des autres, avec chacune leur façon de gagner, leurs objectifs propres, donc suffisamment intéressant quand même pour se pencher sur leur sujet malgré tout. Rapidement, on va aller voir aussi les stretch goals, qui se trouvait un petit peu plus bas, voilà, c'est ici. On a débloqué une nouvelle famille, donc une nouvelle faction en fait, je pourrais dire, un Kane. Ensuite, on a débloqué pas mal de nouvelles cartes également. On a débloqué aussi un journal, je ne sais pas du tout à quoi il servira, c'est certainement présenté dans les actualités de la campagne, mais vous comprenez bien qu'avec 20-25 projets par semaine à traiter dans le suivi, je ne vais pas chercher toutes les actualités bien évidemment. Ensuite, on a donc de nouvelles cartes encore une fois, de nouveaux protecteurs pour une des familles, une des factions. Ensuite, on aura aussi du screen print sur les tokens de lanterne via l'édition Deluxe exclusivement. Ensuite, nouvelle légende d'une famille avec Villa apparemment. Ensuite, pas mal de nouvelles cartes. Un petit mode solo qui a été débloqué également. Ça, c'est toujours très sympa aussi à prendre en compte. Pareil, sur les bâtiments également, on aura du screen print désormais. Et puis, ma foi, pour l'instant, en tout cas, c'est tout. On aura potentiellement encore quelques nouvelles cartes par-ci par-là, mais en gros, essentiellement de nouveaux personnages pour les factions, de nouvelles cartes, et puis quand même surtout le mode solo qui est aussi un gros et bel ajout pour Harrow County. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Je sais que certains d'entre vous hésitaient à se le prendre. C'est vrai qu'en tout cas, le succès de Mind MGMT devrait se porter garant d'un gage de qualité, on pourrait dire, de la compagnie, de l'éditeur, mais en même temps, c'était leur seul jeu jusqu'à présent. Un jeu, c'est peut-être pas suffisant pour faire vraiment un gage de qualité, mais en tout cas, c'est suffisant pour vous pencher sur ce sujet parce que le jeu est quand même relativement intéressant de par son aspect vraiment très asymétrique. Voilà pour Harrow County, 2150 contributeurs pour l'instant, 62 heures avant la fin de la campagne, 183 000 € d'engrangés. Beau succès malgré tout. On continue tout de suite avec Flip Die, dont j'avais parlé rapidement la semaine dernière dans le suivi, mais qui n'a pas encore eu son segment dans le menu crowdfunding, donc vous ne le retrouverez pas. Mais à la minute, c'est pas très grave, puisqu'il ne s'agit pas d'un jeu, mais d'une pièce qui vient remplacer un dé. Oui, vous avez bien compris, une pièce de métal, plusieurs sortes, d'ailleurs vous en voyez plusieurs types ici, on a débloqué tout un tas de thèmes spécifiques avec différentes formes de pièces également, et c'est donc des pièces qui vont remplacer les dés. En fait, vous voyez ici des faces de dés, donc 2, 7, 12, 17, etc. pour un dé 20, et de l'autre côté de la pièce, vous avez les chiffres manquants, donc le 1, le 3, etc. Et en fait, vous avez une petite bille, et également un système, comment dirais-je, que vous allez voir ici, à l'intérieur duquel on a différents pans de la pièce à l'intérieur, qui est plus ou moins, comment dirais-je, incurvé, et qui permet à la bille de définir un résultat final lorsqu'elle tombe, voilà, comme ceci. Hop, vous avez la bille qui va naviguer un petit peu, et finalement faire son choix vers la valeur 1 ici, par exemple. Donc voilà, c'est absolument pas du tout nécessaire, on n'a pas besoin d'un dé en format de pièce de métal hyper jolie, mais c'est hyper classe, c'est super original surtout, et vous le voyez, hein, sur Kickstarter, ça a très bien marché, hein, ils en ont foutu de partout, ils ont craché sur tout le monde, il y en a pour tout le monde, sol, plafond, moquette, c'est dégueulasse. 15 000 contributeurs, près de 2 millions d'euros d'engrangés pour Flip Die 3 jours avant la fin de la campagne. Que voulez-vous que je vous dise, il n'y a rien de plus à dire, si ce n'est qu'il y a pas mal de pièces qui ont été ajoutées au fur et à mesure de la campagne. Vous aurez plein de choix, vous aurez bien évidemment du Cthulhu, vous aurez tous les comment dirais-je, les lores possibles et imaginables. On a ici des pièces un petit peu plus orientées antiques, avec des aspects dorés, des aspects argentés, des aspects bronzés, etc. On a des dragons, on a des Cthulhu, on a des gorgones, etc., etc. Il y en a vraiment pour tout le monde, avec plusieurs types de, comment dirais-je,
de métal, enfin c'est même pas le même, c'est pas un type de métal différent, c'est juste que la pigmentation sera différente. Et donc attention, ça va coûter très très cher aussi, donc renseignez-vous bien parce que attention, ces pièces-là sont pas gratuites du tout, loin de là. Donc voilà pour Flip Die, énorme succès pour Tanner Yarrow avec quand même 1,8 million. Alors bien évidemment, tout ne va pas dans sa poche, hein, il y a les frais de production, les frais d'envoi, etc. Donc en réalité, il en reste beaucoup moins. Il y a aussi comment dirais-je, les frais de Kickstarter qui prend sa part également, mais quand même, il se met bien. Présenté dans le menu crowdfunding du 16 octobre, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, oui, 16 octobre dernier, Wonderland's War qui nous revient sur Kickstarter avec une extension, micro-extension pour aller justifier une campagne de réimpression en fait du jeu de base, hein, Wonderland's War. Excellent jeu qu'on a pu tester récemment à deux reprises avec Xavier et avec d'autres amis également pour une partie à 5 qu'on a malheureusement pas pu terminer parce que manque de temps tout simplement. 8630 contributeurs, énorme succès, hein, là encore une fois ils ont fait parler la poudre. Hein, très clairement, Alice est vraiment au pays des merveilles pour le coup, là, ils sont émerveillés par le résultat, hein, très clairement. Il s'agit d'un nouveau jeu de Druid City Games que vous connaissez notamment pour Tidal Blades par exemple, entre autres. Et donc pour l'instant, à 3 jours de la fin de la campagne, on est quand même à 610 000 € d'engrangés, si j'arrondis à peu près, et donc 8630 contributeurs, énorme succès pour cette réimpression avant d'être véritablement une extension, parce qu'en fait c'est une toute petite extension qui vient vous permettre quand même de rééquilibrer deux personnages qui étaient apparemment, si on en croit les retours, un petit peu déséquilibrés par rapport aux autres, et puis également ça vous permet de mettre la main sur une toute petite extension de 35 cartes quand même, ce qui est toujours assez sympa, avec 24 nouveaux Wonderlandians, donc les habitants du pays de royaume au pays des merveilles en fait simplement. Donc c'est toujours bon à prendre parce que les Wonderlandians c'est vraiment super sympa, ça permet en fait d'aller quasiment casser certaines règles du jeu via des personnages uniques que vous pourrez prendre sous votre aile et qui vous permettront aussi d'aller gagner un petit peu de pouvoir, de force pour certains des combats que vous aurez à mener. Donc super sympa d'avoir de nouvelles cartes de Wonderlandian pour encore plus de profondeur de jeu, de rejouabilité également. De nouvelles cartes de quête également qui sont venues s'ajouter, comme vous le voyez ici avec par exemple le Maddening Strength par exemple. Donc on aura 10 nouvelles quêtes, de nouveaux petits jetons de Shard, donc des jetons de folie. Et puis également un Battle Marker Card, alors là pour le coup je sais pas très bien à quoi ça va servir, mais bon on s'en fout un petit peu. Donc voilà, c'est essentiellement juste une petite réimpression plus une micro-extension, histoire de dire que quand même il y a des nouveautés. Et j'ai vu un stretch goal quelque part, voilà c'était ici, c'est juste une petite upgrade sur les shards, donc pas de grand intérêt. Et puis au-delà de ça, une nouvelle carte de Ally, donc d'allié apparemment, Corrupted Forge, la forge corrompue, qui peut être relativement intéressant également. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Wonderland's War, super beau succès, comme c'était prévu également. C'est un jeu qui va monter assez rapidement en réputation à mon avis. Il l'a déjà fait via le jeu de base en fait, qui est arrivé au backer assez récemment, et il devrait le faire encore par la suite une fois que cette seconde impression plus extension parviendra au backer à nouveau. Je pense que c'est un jeu à terme qui devrait pouvoir quand même trouver une version localisée en version francophone, parce qu'il le mérite, parce que c'est un très beau jeu, très bien produit comme vous avez pu le voir, et pour ceux qui ne l'ont pas vu au pire, rendez-vous sur le menu crowdfunding du 16 octobre dernier pour en avoir le cœur net. Donc voilà pour Wonderland's War, Shards of Madness, 8630 contributeurs 3 jours avant la fin de la campagne et 610 000 € d'engrangés. On ira certainement chercher les 10 000 contributeurs, voire même un petit peu plus d'ici la fin de la campagne à mon avis. Projet présenté le 9 octobre dernier dans le menu crowdfunding, We're Sinking, 925 contributeurs, 60 000 € d'engrangés, 5 jours avant la fin de la campagne. Et ben écoutez, c'est plutôt un joli succès pour ce nouveau projet, ce premier projet d'ailleurs de Ludmus Games qui nous vient des États-Unis avec We're Sinking, un jeu à mi-chemin entre le jeu d'ambiance, le jeu de set collection, dans un univers de piraterie en semi-coopération, puisque en fait vous allez essayer de l'emporter tous ensemble, vous allez essayer de collaborer jusqu'à un certain point de bascule où vous savez que le bateau va couler, auquel cas il faudra être le plus léger, donc le moins chargé de trésors pour pouvoir en réchapper, ou collaborer pour vous foutre sur la tronche avec l'espèce d'immense pieuvre, l'espèce de gros kraken qui vient attaquer votre vaisseau, et si vous réussissez à le vaincre et à survivre tous ensemble,
alors dans ce cas-là, ce sera celui qui aura emmagasiné le plus de trésors qui l'emportera à la fin. Donc il faudra toujours prendre en compte où on en est de ce combat face à cet énorme kraken ou toute autre créature, parce que d'ailleurs c'est pas uniquement le kraken, vous voyez qu'il y a d'autres créatures qui peuvent vous assaillir, dirais-je. Il faudra toujours prendre en compte justement l'évolution de la partie. Est-ce qu'on accepte de collaborer, ou bien est-ce que on dit qu'on accepte de collaborer tout en leur foutant un petit coup de couteau dans le dos pour en fait laisser tout simplement le bateau couler pendant que nous on cherche à prendre nos trésors et s'enfuir tranquillou. Ça peut être assez sympa, c'est assez retors, c'est assez versé de les coups de traître. Donc je suis curieux de voir ce que vous en pensez. C'est pas spécialement un jeu qui m'attire suffisamment pour pouvoir backer, mais c'est vrai qu'il a son charme. Il a en plus une DA plutôt jolie, plutôt choupi pour un jeu qui lui l'est beaucoup moins. Donc j'aime bien beaucoup aussi ce décalage entre l'aspect un peu choupi visuellement et le côté très coup de bip que ça peut enclencher en nous. Voilà pour Weird Thinking. Rapidement pour les stretch goals également, parce que j'ai failli les oublier pour le coup. Je vous rappelle également que le jeu est disponible sur Tabletopia pour le tester, mais malheureusement pour l'instant pas de version francophone. On espère que ça viendra, hein, peut-être, on verra, mais c'est un jeu qui pourrait, à mon avis, faire un joli petit succès en boutique, théoriquement. Ensuite, les stretch goals, disais-je, voilà. On en a 3 qui ont été débloqués en l'état. On a le linen finish sur les cartes et puis sur les tokens, donc le quadrillage que vous voyez sur les cartes et les tokens. Ensuite, le UV spot sur la boîte, donc le titre, et peut-être que certains éléments de la couverture également bénéficieront d'une sorte de petit relief brillant. Et puis également à 55 000 $, on a aussi une petite upgrade de matériel avec les tuiles de carton qui sont revues à la hausse en termes d'épaisseur, pardon. Et ma foi, c'est à peu près tout pour We're Sinking. La campagne, elle, pour le coup, ne coule pas. 925 contributeurs, 5 jours avant la fin de la campagne et 60 000 € d'engrangés. Présenté le 16 octobre dernier dans le menu crowdfunding, In Dreams était le nouveau projet de Sideroom Games à qui l'on doit un paquet de jeux super intéressants tels que Maki en solo par exemple. C'était, je crois, leur première campagne du côté de chez GameFound, et tout ce qu'on peut dire, c'est que ça leur a pas forcément beaucoup bénéficié. C'est pas un énorme succès, ils nous ont habitués à faire beaucoup mieux, on est actuellement à 9 000 $, 543 backers uniquement, c'est pas du tout fantasmagorique. Fantasmagorique, pourtant ça aurait pu être un terme bien choisi parce que c'est un jeu très très orienté onirisme, où vous le voyez, comme le titre l'indique d'ailleurs avec In Dreams, on est dans des rêves et en fait on va choisir certains embranchements en fonction des cartes qui nous sont offertes pour développer notre histoire, notre rêve. Et vous le voyez ici, on a une personne qui prend des notes justement sur les rêves et les différents embranchements qui s'offrent à elle, avec ici Memory, Symbol, Solitude, Removal, et donc il fait un petit texte: Cherish Memory, a Symbol of Oppression, Alone in the Crowd, Removal of Darkness, at a Zen Garden. Voilà. Et donc c'est un jeu assez atypique, assez intéressant, assez original. Voilà, je me répète un petit peu, c'est 3 synonymes, mais quoi qu'il en soit, c'est un jeu assez atypique, et c'est peut-être aussi l'une des raisons qui fait que ça attire pas grand monde, c'est que c'est tellement unique qu'on ne sait pas forcément trop bien où donner de la tête. Quoi qu'il en soit, vous aurez une version en française assurée par Boom Boom Games, comme souvent d'ailleurs, ils font souvent les jeux de Sideroom Games, si je me souviens bien. Et donc ça coûte assez peu cher, donc quand même, vous pourriez vous y intéresser, ne serait-ce que par l'aspect visuel qui est vraiment très très beau. On est vraiment dans l'onirisme le plus joli possible. Très belles illustrations, reste que la page GameFound n'est pas super détaillée en termes de gameplay et de ce que ça propose en termes d'expérience ludique, et que au-delà de ça, c'est un jeu assez atypique, donc forcément c'est un jeu de niche. Voilà pour In Dreams. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier, Portents est un jeu qui me laisse un petit peu pantois, dans le sens où il y a pas mal d'éditeurs, de gros éditeurs du milieu, comme ici vous le voyez avec Druid City Games, on en a parlé tout à l'heure pour Wonderland's War, mais également Flat Out Games, qu'on connaît pour Cascadia et tant d'autres. Donc les gros éditeurs sont dessus, mais les backers pas tellement. 280 backers, 11 000 € d'engrangés, c'est financé quoi qu'il arrive, 6 jours avant la fin de la campagne, un jeu tout à fait, comment dirais-je, j'allais dire asymétrique, alors que non, c'est juste abstrait, excusez-moi, un jeu abstrait pour 1 à 2 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes, plutôt très joliment produit, comme vous le voyez ici, mais parfaitement abstrait, dans lequel vous allez en fait tout simplement jouer des gens qui cherchent à lire l'avenir dans des ossements de volatiles. Donc en gros vous allez jouer tout simplement des charlatans en fait, hein, en gros, avec un très beau matériel, avec des tuiles, qui n'a pas l'air d'être asymétrique, pour le coup j'ai fait dire une connerie tout à l'heure, mais je suis assez charmé par le projet, même si c'est pas du tout mon style de jeu, donc je le prendrai évidemment pas. Je suis pas très versé dans les jeux abstraits, même si j'en ai quelques-uns que j'apprécie beaucoup, comme par exemple War Chest, comment s'appelle-t-il en français déjà, à Champ d'honneur, voilà, mais
Pour le coup, celui-ci, je trouve, est plutôt intéressant dans ce qu'il semble vouloir proposer en termes d'expérience ludique. Et en plus de ça, c'est plutôt cool aussi à noter, le matériel est plutôt de qualité, avec ces petits jetons qui ressemblent un petit peu à des jetons de poker en version un petit peu miniature. Mais au-delà de ça, ça marche pas si bien que ça pour cette campagne. Donc voilà, c'est la cinquième campagne de New Mill Industries. Pardon. C'est un petit jeu pour 1 à 2 joueurs, assez original, tout à fait abstrait, 280 contributeurs pour l'instant, 6 jours avant la fin de la campagne. Y avait-il des stretch goals à se mettre sous la dent dans cette campagne? Eh bien apparemment non, ils ont, oui ils le disent d'ailleurs ici, ils ont designé, ils ont créé le jeu pour que tout soit inclus d'entrée de jeu et donc aucun stretch goals, et c'est à souligner et c'est également pourquoi pas à féliciter, puisque après tout ils sont pas si nombreux, les éditeurs qui proposent des campagnes avec un jeu fini d'entrée de jeu, voilà, c'est sans vouloir faire de jeu de mots là encore, et on les comprend ceci dit, hein, ceux qui préfèrent passer par les stretch goals, parce que c'est un moyen de faire vivre la campagne, de toujours amasser plus de backers qui viennent attirer par le prochain stretch goals. Certains ne le font pas et c'est tout à leur honneur, même si c'est un choix qui peut être risqué. Est-ce que c'est un des facteurs qui peut expliquer le manque d'intérêt pour Portents? Je crois pas, parce que de toute façon, New Mill Industries a jamais vraiment fait de gros succès sur Kickstarter. Ça reste des trucs relativement modestes, on va dire, avec ici 395, 209, 423 et tout de même 950 environ pour Union Station, c'est vrai. Mais bon, on reste sur des jeux relativement modestes, et ce sera le cas à nouveau pour Portents, même s'il a l'air assez intéressant au demeurant. Donc il reste 6 jours, je pense qu'on ira certainement chercher les 400 contributeurs, peut-être un peu plus que ça, mais pas beaucoup plus, et pas de version francophone malheureusement. Présenté dans le menu crowdfunding du 9 octobre dernier, Biergarten ne s'est pas tellement fait mousser. Là pour le coup il y a un jeu de mots, pas terrible, je vous le confesse, mais il y a un jeu de mots, avec actuellement 93 backers, donc voilà, il reste 6 jours de la fin de la campagne. Ça va pas financer. Voilà, voilà. Est-ce que vous êtes amateur de l'Oktoberfest, de la fête de la bière en Allemagne? Si c'est le cas, pourquoi pas, pour ce petit jeu de placement de tuiles. Des tuiles qui, je crois, sont remplacées par des cartes, d'ailleurs, si je me souviens bien. Pas extrêmement joli, pas hyper intéressant, ni même novateur, mais bon, après tout, si on aime la pose de tuiles, ça peut être sympa malgré tout. C'est pour un 5 joueurs, pour des parties très très courtes, en plus de 25 minutes. Mais bon, voilà, ça va clairement pas financer, à moins qu'il y ait un gros donateur entre-temps qui vienne et pose ses couilles sur la table. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe, je deviens vulgaire. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier, Spies. Beau succès pour Spies, qui est le premier projet pour No Box Games, qui nous vient des États-Unis. 741 contributeurs, c'est plutôt un beau succès. 3416 €, ça paraît pas beaucoup, mais en fait ça s'explique parce que c'est un print and play encore, hein. Il y en a quand même beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois même d'ailleurs. Print and play à 4$, ce qui veut dire également livraison très rapide. Et pour une fois, c'est pas un roll and write, ça c'est intéressant parce qu'on a quand même beaucoup de jeux dans cette catégorie en print and play sur Kickstarter. Là pour le coup, c'est un jeu de mouvement secret, d'identité cachée un petit peu, et de déduction pour 2 à 6 joueurs. Il reste une semaine pour vous pencher sur son sujet. 741 backers, c'est quand même un très beau résultat. En plus de ça, la direction artistique est plutôt jolie. Pas de version française pour l'instant, mais on voit un petit drapeau ici qui nous laisse penser que ça pourrait arriver à terme. À voir, c'est pas encore... Il y a ici écrit « More languages to be revealed soon », donc plusieurs langues supplémentaires ajoutées dans les jours à venir. Pour l'instant, c'est pas encore le cas pour le français, mais ça devrait venir. Et le jeu a l'air charmant, c'est vrai que je serais assez curieux d'y jouer. En plus c'est pas cher, pourquoi pas. J'ai envie de dire, si c'était un jeu en version physique avec une boîte etc qui coûte 20$ plus 15$ de frais de port, j'aurais dit non, pas la peine. Par contre pour 4$, ça peut se tenter, je sais pas, on verra bien, mais c'est vrai que la proposition d'un print and play de ce type pas en roll and ride pour le coup, mais en print and play de jeu de déduction avec des mouvements cachés, je suis assez curieux de voir ça. Donc après tout, pourquoi pas. Et je comprends du coup assez facilement le succès de Spies. Du coup, on va aller voir aussi les stretch goals. Là, pour le coup, celui-ci, je trouve que ça fait partie des seuls que j'ai pas checké avant d'en parler, donc je me souviens plus s'il y a des stretch goals. J'ai pas l'impression qu'il y en ait. Donc non, le jeu est déjà en l'état terminé. Donc voilà pour Spies, 740 contributeurs, 3416 € d'engrangés à 7 jours de la fin de la campagne. Autre jeu présenté il y a 3 jours à peine, là encore, donc le 23 octobre dernier, dans le menu crowdfunding pour ceux qui voudraient en apprendre plus, sur Warcrow Adventures, nouveau projet espagnol qui nous vient de Corvus Belli, que vous connaissez peut-être
pour une campagne précédente qui avait pas mal marché, à savoir Infinity Deathmatch, qui avait fait 2267 contributeurs, qui avait fait lui-même suite à Infinity Defiance, qui avait fait encore mieux avec 5500 contributeurs. Et ici, avec Warcraft, on est dans un tout autre type de jeu, on est sur un RPG land crawler, dungeon crawler, avec une application pour la narration, 2000 contributeurs pour l'instant, 270 000 euros, si j'ai arrondi un petit peu, d'accumuler sur 150 000 nécessaires, c'était quand même un seuil de financement assez élevé, ils ont été honnêtes là-dessus, et c'est plutôt à souligner là aussi. 7 jours avant la fin de la campagne, donc plutôt un beau succès, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même un très très joli succès pour un éditeur qui a fait que très peu de jeux, qui a marché tout de suite d'ailleurs, avec 5000 contributeurs dès le premier projet, c'est assez rare pour le dire. Pas de version francophone pour l'instant, ça c'est un petit peu dommage, mais ça pourrait venir, on sait jamais. 2 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes la partie, 14 ans et plus, et vous le voyez avec un très joli matos, au-delà d'avoir aussi une très belle direction artistique, on a de belles miniatures, on a aussi un joli petit plateau de marqueurs d'initiative très très charmant également, les personnages ont de la gueule, même si encore une fois on reste dans les archétypes très très habituels de la fantasy, de l'epic fantasy, etc. Mais bon, ça a l'air d'être pas mal dans son registre, donc après tout, pourquoi pas. Ensuite, les stretch goals c'était ici justement, on a donc le jeu financé à 150 000 euros, donc encore une fois je félicite l'éditeur pour ce seuil de financement réaliste pour une fois. Ensuite, on a de nouvelles cartes d'équipement qui sont venues s'ajouter pour tous les pledges. Ensuite, nouveau héros, Amelia Hellbroth, qui est venu s'ajouter à ceux déjà présents dans le jeu d'origine, qui sera une exclusivité Kickstarter qui plus est. À noter, parce que ce ne sera pas le cas par exemple de l'autre nouvelle héroïne qui vient rejoindre le jeu, à savoir Verkana, qui elle sera disponible par la suite en boutique également, mais par contre Amelia, elle ne sera pas disponible par la suite en boutique. C'est donc une exclusivité Kickstarter. Ensuite, nouvelle carte pour des nouveaux items apparemment consommables, enfin, disons utilisables une fois et après c'est terminé. Ensuite, des cartes de sequel, donc des cartes de suite, mais des suites de quoi? J'ai pas fouillé plus que ça. Ensuite, des scenery packs, donc des petites miniatures pour aller faire les portes, les portails, etc. Donc ça c'est super intéressant pour aller ajouter un petit peu d'immersion, même si c'est pas vraiment très nécessaire. Et en plus de ça, c'est une exclusivité Kickstarter. En add-on, ceci dit, attention, c'est un add-on, il faudra payer en plus. Hein. Donc je vous ai déjà mentionné à plusieurs reprises dans les menus crowdfunding que j'aime pas tellement les stretch goals qui vous proposent d'ajouter de nouveaux add-ons, parce que du coup ça n'ajoute rien en réalité, ça vous ajoute juste une option payante supplémentaire. Donc j'aime pas beaucoup ça. Nouveau héros également avec Nergon Caladren, qui sera aussi présent dans tous les pledges. Par contre, comme tout à l'heure avec Amelia, oui c'est ça, on a également Biwa Stolberg qui lui vient s'ajouter aussi en tant que nouveau héros, mais qui sera une exclusivité Kickstarter. Et puis ensuite, on aura donc peut-être également la narration par l'application vocale, cette fois-ci, la narration à l'oral directement par l'application, qui pourra être ajoutée si on atteint le seuil de 270 000 $, ce qui devrait se faire assez facilement à mon avis. D'ailleurs, c'est pas des dollars, c'est des euros, excusez-moi, mais ça revient plus ou moins au même. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour Warcraft Adventures. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le gameplay, sur l'univers, je vous renvoie vers la vidéo du menu crowdfunding du 16, non c'était du 23 si je me souviens bien, petite vérification rapidement, 23 c'est ça, c'était bien le 23 octobre dernier. Voilà pour Warcraft Adventures. Présenté dans le menu crowdfunding du 9 octobre dernier, Arch Ravels du côté de chez BackerKit fait plutôt une belle campagne, 1028 backers sur BackerKit, c'est pas mal parce que c'est pas un site qui bénéficie de la même force de traction que ne peut l'avoir GameFound ou surtout Kickstarter, même si en ce moment Kickstarter était un petit peu embouchonné on va dire, il y a quand même beaucoup de campagnes actuellement, donc du coup elles se gênent un petit peu les unes les autres, donc peut-être que pour le coup actuellement BackerKit ou GameFound c'est pas forcément une mauvaise option en soi. À voir. Quoi qu'il en soit, Arch Ravels, thématique toujours aussi originale, hein, on va faire du tricot. Voilà, un thème qui, du coup, j'ai pas du tout envie de faire du tricot dans la vie de tous les jours, donc du coup, un jeu qui me propose d'en faire, bon, ça reste un jeu de société, donc foncièrement, j'ai envie de dire, pourquoi pas, mais la thématique m'attire pas outre mesure. Mais au moins, c'est original, ça a engrangé pour l'instant 100 000 euros à 7 jours de la fin de la campagne, donc vous avez encore une petite semaine pour y aller, et donc, je vous le rappelle également, ce n'est pas une campagne pour le jeu de base, c'est une extension, donc l'extension Magic Socks, pour un jeu qui est déjà préexistant, sur lequel vous pourrez bien évidemment mettre la main durant cette campagne, et bien évidemment, si vous le souhaitez, s'il ne l'est pas de façon, si vous êtes intéressé par l'extension, il faudra aussi, de toute façon, le jeu de base, donc il faudra prendre ça en compte, bien évidemment. Y avait-il des stretch goals? Là-dessus, j'apprécie que BackerKit ait pris un petit peu le pli de GameFound, à savoir des parties clairement mises en avant ici, sur le côté. Ça, c'est plutôt très pratique pour retrouver les informations que l'on recherche. Et du coup, comme je ne vois pas de notion stretch goals ici, ça me fait penser que a priori, il ne devrait pas y en avoir, ce qui m'arrange plutôt. Ça va me permettre de passer assez rapidement.
Donc du coup, c'est tout pour Art Travels, il reste 7 jours, c'est donc la dernière fois que vous le verrez dans le menu crowdfunding, dans le suivi du menu crowdfunding, et je vous renvoie bien évidemment vers le menu du 9 octobre dernier pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur ce jeu de tricot. Sur ce, on passe à la suite, nous on n'est pas là pour faire des pulls en laine. On continue tout de suite avec Patriot, nouveau projet, pas si nouveau en réalité puisque je l'avais mentionné dans le menu crowdfunding du 9 octobre dernier. Patriot, c'est un jeu qui avait fait une première campagne il y a je crois 4 ou 5 ans et qui s'est soldé par un échec. En fait, simplement, ils avaient annulé la campagne et c'est donc en 2018, donc il y a 4 ans et demi même. Et du coup, 4 ans et demi, il revient, Anthony Kirkham, pour reproposer à nouveau ce projet et cette fois-ci, ça marche. 523 contributeurs, alors je dis ça marche, c'est pas extraordinaire non plus, hein, soyons honnêtes, mais ça marche. 43 600 € d'engrangés, 523 contributeurs, et vous le voyez, on entre dans la campagne, enfin on entre dans la catégorie des jeux auxquels il reste plus d'une semaine avant la fin de la campagne, ce qui veut dire qu'on ne traite plus les stretch goals comme chaque semaine, hein, quand on arrive dans cette catégorie de plus de 8 jours avant la fin de la campagne. C'est juste une petite mention pour vous dire, attention, ça se finit bientôt, on en reparle une toute dernière fois la semaine prochaine avec les stretch goals et tout ça, mais en tout cas, pour l'instant, c'est financé. Et de toute façon, on en reparlera une dernière fois la semaine prochaine. Un jeu avec pas mal de miniatures, avec un gameplay qui mélange plein de mécanismes qui sembleraient ne pas forcément aller très bien ensemble. Mais bon, après tout, ça peut marcher. Voilà pour Patriot. Également présenté dans le menu crowdfunding du 9 octobre dernier, Heists in Hyperspace, cette fois-ci j'ai pu le prononcer sans trop de problèmes, se prend une claque. Voilà, il se prend une patate de forain, hein, au niveau de la jugulaire. 62 contributeurs, aïe, ça pique. 3460 € pour l'instant sur 5700 nécessaires, 9 jours avant la fin de la campagne. C'est pas du tout financé et ça le sera vraisemblablement pas d'ici la fin de la campagne. C'est un tout petit projet qui nous vient de Singapour et le premier projet en plus pour Time Loop Games. Il est soutenu par David Go qui lui-même est auteur de Singapour et qui nous a pondu quelques jeux très sympas. D'ailleurs j'ai perdu les titres, mais il y en avait un qui a été localisé par Lucky Duck Games en français, qui devrait arriver d'ici quelques mois d'ailleurs au backer, je crois, qui avait l'air très sympa vraiment, donc j'ai perdu le mot, c'est pas grave, ça me reviendra un autre jour, c'est pas grave. Mais en tout cas, le jeu avait pas l'air dégueulasse, il était plutôt joliment illustré, c'était assez facile à sortir, hein, pour 10 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 1 heure la partie, ça avait tout pour séduire un certain public, et du coup ça l'a pas fait. Peut-être un petit manque de communication, peut-être également certains côtés de la campagne qui n'ont pas séduit les gens, notamment peut-être le prix à 44 $ plus les frais de port assez conséquents également, mais encore, je suis pas convaincu, je pense que le jeu avait ses chances, je pense qu'il a des jambes comme on dit en anglais, it has legs, je saurais pas comment dire, mais bon, il a du potentiel on va dire tout simplement, mais ça a pas pris, je pense que manque de communication très clairement déjà, ensuite Singapour, premier éditeur, est-ce que c'est forcément gage de confiance, peut-être que les gens se posent des questions à ce niveau-là. Dommage, peut-être qu'on le retrouvera d'ici quelques temps, peut-être que ça va financer par miracle, mais je pense que même eux préféraient peut-être plus annuler la campagne et revenir quelques mois après avec une vraie belle campagne de communication au préalable, parce que c'est un jeu qui pourrait potentiellement marcher bien mieux qu'il ne le fait. On en parle une dernière fois la semaine prochaine, que ce soit annulé ou pas. Encore un jeu présenté dans le menu crowdfunding du 9 octobre dernier pour ceux qui voudraient se renseigner sur le projet. Familiars and Foes, un petit jeu en coopération pour 1 à 5 joueurs avec des personnages absolument choupis, mais pourtant une thématique de magie noire carrément, pour 1 à 5 joueurs, 10 ans et plus, 20 à 90 minutes la partie, donc une fourchette assez conséquente, hein, 70 minutes de battement entre les parties, c'est bizarre, 30 000 € d'engrangés, donc c'est financé tout juste, vous le voyez, c'était pas le cas encore la semaine dernière, mais là on a 30 445 € sur 30 349 nécessaires, donc à peine 100 € de plus que le seuil, mais il reste une semaine et demie, ça devrait pouvoir continuer sans trop de problèmes, 310 backers, c'est pas extraordinaire, mais bon, au moins c'est financé. Je vous renvoie donc vers le menu crowdfunding du 9 octobre dernier pour en apprendre un petit peu plus sur ce jeu à la direction artistique assez originale, assez choupi, mais avec un thème un peu plus sombre, qu'il n'y paraît de prime abord, mais en tout cas voilà, c'est pas vilain. Par contre le prix, je vous rappelle aussi rapidement que c'était assez conséquent, surtout quand vous allez chercher des petits add-ons, genre des peluches ou des miniatures comme ça, c'est vrai qu'elles sont très bien foutues, certes, mais c'était quand même assez rapidement assez cher. Donc attention à votre portefeuille, il y a quand même pas mal de projets quand même objectivement, subjectivement plus intéressants que Familiars and Foes en octobre, il y en a même beaucoup. On enchaîne avec Outrun the Bear, autrement dit, courez plus vite que l'ours, sinon vous allez vous faire bouffer la tronche.
Le titre était trop long, ils ont préféré faire Outrun the Bear, mais bon, voilà, moi je trouve ça moins classe. 405 backers, près de 20 000 euros d'engrangés sur 13 353 nécessaires. Le jeu est donc financé 9 jours avant la fin de la campagne. Et oui, c'est un jeu que je n'avais pas présenté. Il m'était passé un petit peu sous le nez, je ne l'ai pas vu passer lors de son apparition sur Kickstarter. Du coup, il arrive directement dans le suivi du Mini Crowdfunding. Heureusement, il reste plus d'une semaine, donc on le retrouvera de toute façon une fois supplémentaire la semaine prochaine dans le suivi. Mais de toute façon, pas de projet en version francophone pour l'instant. C'est un jeu pour 8 ans et plus, donc très très familial, pour 2 à 6 joueurs, pour 20 à 45 minutes. Alors, je dis familial parce que oui, 8 ans et plus, jeu très accessible, très facile à prendre en main semble-t-il, hein, vraiment, il n'y a rien de très compliqué au niveau des mécanismes, mais par contre, on peut quand même se dire que courir plus vite que les autres, et éventuellement même leur tendre des pièges pour qu'ils se fassent bouffer par l'ours avant vous, thématiquement, je sais pas, 8 ans, c'est chaud. Enfin bon, les enfants de 8 ans, à notre époque, ça y est, je commence à parler comme un vieux, ont pas forcément les mêmes standards que nous, mais ouais, à 8 ans, bon, dire à son fils ou à sa fille, non mais je vais quand même te pousser pour que tu te fasses bouffer à ma place. Ouais, c'est violent, je sais pas. Ça peut être fun, mais ça peut être violent aussi. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est essentiellement des standees, une petite map avec plusieurs cases sur lesquelles vous pourrez progresser. Il y aura de la campagne, il y aura de la plaine, il y aura des marais, etc. qui pourront à chaque fois vous empêcher de progresser. Vous pourrez aussi mettre des pièges pour ralentir vos concurrents pour qu'ils se fassent bouffer avant vous et ainsi de suite. Il y a un petit peu de gestion de main aussi. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez pour Outrun the Bear. On en reparle une toute dernière fois la semaine prochaine. 405 contributeurs, 20 000 euros d'engrangés, en tout cas c'est financé. Présenté dans le menu crowdfunding du 9 octobre dernier, The Stifling Dark, un jeu d'horreur pour 2 à 5 joueurs, 25 minutes par joueur autour de la table, pour 14 ans et plus bien évidemment, parce que la thématique est assez horrifique bien évidemment. 2420 contributeurs, 150 000 euros d'engrangés à 9 jours de la fin de la campagne. C'est un jeu qui se porte plutôt très très bien, puisque comme vous le voyez ici, Sophisticated Cerberus Games, c'est son premier projet sur Kickstarter, c'est son premier projet tout court, et du coup faire 2400 contributeurs à 9 jours de la campagne, à 9 jours de la fin de la campagne, pardon, pour un premier projet, c'est très 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 bon. C'est un super projet, vraiment qui se porte très très bien, qui en plus de ça, je trouve, mais c'est donc mon opinion, reprend un petit peu tous les codes du jeu horrifique en 1 contre tous, puisque c'est de ça dont il s'agit, hein, un jeu de 1 contre tous avec du mouvement secret, reprend mieux tous les codes des jeux horrifiques en 1 contre tous que n'a pu le faire, je trouve, Dead by Daylight, alors que Dead by Daylight avait une licence qui provenait du jeu vidéo du même nom, et d'un éditeur déjà renommé, Level 99, donc je trouve que Stifling Dark est plus convaincant en réalité, en tout cas visuellement parlant. Les mécanismes, on a donc des personnages qui sont un petit peu asymétriques les uns et les autres, en plus on a aussi un mécanisme, comme vous le voyez ici, de lampe torche, qu'on devra utiliser aussi pour se déplacer et essayer de trouver des items devant nous, essayer de voir où sont passées les traces de pas du monstre qui est à notre poursuite, pour nous tuer en fait, simplement, hein, très, très clair, hein, comme pitch de base. J'apprécie pas mal la direction artistique qui plus est. C'est typiquement pas un jeu pour nous, même si moi j'accepterais peut-être plus facilement d'y jouer, mais je sais que Xavier est pas très très fan des jeux déjà à identité secrète. Bon là c'est pas le cas parce que les identités sont déjà fixées au début de la partie, mais de mouvements secrets, on en avait fait un ou deux avec Xavier et un autre groupe de joueurs que moi j'avais pas mal apprécié, c'était les lettres de Whitechapel, si je me souviens bien, que j'avais pas mal apprécié, et je crois que Xavier a fait ouais, bof. Donc est-ce que ça veut dire qu'il aime pas les jeux de déplacement caché, ou est-ce que c'est juste ce jeu-là? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, Stifling Dark, un jeu qui devrait, je pense, attirer votre attention, d'autant plus que il est en négociation actuellement pour une version francophone. Je vous dis pas comment je le sais, mais vous le saurez, hein. Les plus fidèles de la chaîne le sauront, parce que oui, ils sont chez MOB Vanguard, donc je connais un petit peu le projet. Est-ce que ça aboutira? C'est pas forcément garanti, mais je pense que c'est un jeu qui pourrait trouver son chemin en boutique et trouver un joli petit succès. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'on pourra trouver un éditeur francophone pour ce jeu, puisque il a l'air relativement sympatoche malgré tout. Donc voilà pour Stifling Dark, 2420 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne, 150 000 euros d'engrangés, on en reparle une dernière fois la semaine prochaine. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier, Grindhouse saison 2, un jeu sanguinolent. C'est la saison 2 de Grindhouse qui attire pour l'instant 370 contributeurs, 38 000 euros d'engrangés, donc le jeu est financé 9 jours avant la fin de la campagne. Jeu pour 2 à 6 joueurs, 20 à 30 minutes, 17 ans et plus, parce que la thématique est assez glauque, assez horrifique. On va perdre des membres, on va saigner de partout, c'est assez dégueulasse, mais ça a l'air relativement marrant, même si c'est pas un jeu qui m'intéresse outre mesure.
Voilà pour Grindhouse, on en reparle bien évidemment la semaine prochaine. Présenté dans le menu crowdfunding du 16 octobre dernier, la triple campagne habituelle de BoardGameTables.com, qui ne fait plus beaucoup de tables, mais qui fait beaucoup de jeux maintenant, à savoir ici Road to the Top, Pollen et Big Top, donc 3 nouveaux jeux, comme souvent avec eux, ils font une triple campagne, avec ici donc Road to the Top, Pollen et Big Top, avec beaucoup de jeux d'enchères et des prix différents, 39, 39, 19, mais un cumulé à 89 pour rendre ça plus intéressant et pour faire marcher la FOMO bien évidemment. Ensuite on a aussi de l'oxification présente, bon pour tout ça je vous renvoie bien évidemment vers le menu crowdfunding du 16 octobre dans lequel je présentais la campagne avec, comme toujours pour Board Game Tables, des jeux faciles à expliquer, faciles à enseigner aux nouveaux joueurs, mais avec suffisamment de profondeur stratégique pour être, intéressant même pour les joueurs les plus expérimentés, et qui se jouent en plus de ça relativement rapidement. On a un roll and write avec Roll to the Top, on a ici un jeu de pose de tuiles remplacé par des cartes en réalité et de gestion de ressources avec Pollen qui a l'air en plus de ça plutôt joliment illustré, et puis Big Top où on est sur un jeu d'enchères avec un mécanisme assez intéressant, et je crois en tout cas ne pas moi-même l'avoir vu jusqu'à présent dans un jeu d'enchères, à savoir que vous allez enchérir pour une carte qui va influencer vos prochaines enchères dans le sens où les cartes que vous aurez réussi à acheter, vous devrez ensuite les scorer en allant ajouter des petits jetons ici sur la carte en fonction des sommes que vous pourrez investir dans les prochaines cartes. Donc c'est super intéressant de ce point de vue-là. Je suis pas très féru de jeux d'enchères, même si je déteste pas non plus ça, mais pour le coup Big Top a l'air d'être suffisamment intéressant et de renouveler un petit peu le genre, donc là-dessus je serais intéressé. En plus de ça c'est le moins cher des trois si je me souviens, ouais, c'est à 19$, donc c'est vraiment pas très cher. Reste que bon, les frais de port pour un jeu de ce type là sont pas très intéressants. Voilà pour Roll to the Top, Pollen and Big Top, on en reparle encore une fois la semaine dernière, mais on peut déjà noter que avec 1200 backers, près de 100 000 € quand même engrangés certes, mais 1200 backers à 9 jours de la fin de la campagne, pour Board Game Tables, c'est peut-être l'un des trios de jeux les moins couronnés de succès depuis leur... comment dirais-je, depuis qu'ils ont mis à la mode justement ce fait de lancer 3 campagnes en une seule en fait. Ça avait commencé ici, voilà, avec Factory Funner, Bear Raid et Ghost of Christmas, 4000 contributeurs. Ça avait bien marché ensuite, avec ici seulement 2 jeux certes, pour Dandelions et Psychic Pizza Deliverers Go to the Ghost Town, toujours aussi difficile à prononcer, 4000 contributeurs. Ça avait pas mal marché, avec près de 3000 contributeurs pour Habitats, Nine Lives et Basket Boss. Ensuite, bon, ils avaient fait un reprint pour 4 classiques de leur collection, donc forcément ça avait super bien marché, près de 8000 contributeurs. Et là pour le coup, bon, 1200 pour Roll to the Top, Pollen and Big Top, c'est un petit peu décevant. Est-ce qu'on serait pas encore un petit peu en train de s'essouffler un petit peu, ou est-ce que tout simplement on n'est pas sur une période qui est blindée de campagne et que c'était pas forcément la meilleure à choisir pour proposer un trio de jeux comme ça? Je sais pas, de toute façon on en reparlera la semaine prochaine pour Roll to the Top, Pollen et Big Top. Présenté il y a 3 jours à peine, Dreadful Meadows se porte plutôt très bien. C'est un second projet pour Arcus Games, qui avait d'abord pondu un jeu qui était l'œuvre de Shem Phillips, donc un auteur assez connu et assez respecté du milieu. Il avait fait Shelfie Stacker, qui avait fait 1700 contributeurs tout rond. Du coup ça avait pas mal marché, ils reproduisent l'expérience avec Dreadful Meadows cette fois-ci, 1000 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne. On ira certainement chercher un résultat assez similaire à celui de son prédécesseur pour le coup. Et donc pour le reste, je vous renvoie vers la vidéo, le segment de la vidéo du menu crowdfunding du 23 octobre dernier, dans lequel je présentais le jeu qui a l'air d'être assez sympa, un petit jeu de placement d'ouvriers, de gestion de ressources pour 1 à 4 joueurs avec un thème Halloween très dans la période actuelle bien évidemment, avec en plus de ça un matos plutôt très sympa, très bien produit. Donc vous me direz ce que vous en pensez pour Dreadful Meadows, mais en tout cas malheureusement pas de version francophone à l'horizon. Suivant, 911 Operator, le jeu de plateau. Donc encore une fois un dérivé de jeu vidéo vraisemblablement, parce qu'en plus il y a une clé Steam dans l'un des pledges, dans l'un des niveaux de pledge vous pourrez acquérir le jeu vidéo qui va avec. Quoi qu'il en soit, 911 Operator, un jeu dans lequel vous avez donc pour mission d'aller sauver des citoyens à travers différentes villes, je crois que c'est New York principalement. Donc pour l'instant 900 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne, 35 000 € d'engrangés. Bon, ça se porte plutôt pas mal, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal, même si c'est un jeu qui à la base est un jeu vidéo, donc il a déjà un public préexistant, quasiment acquis à la cause, même si peut-être pas en fait, parce que les joueurs de jeux vidéo sont pas forcément très enclins, pas pour tous en tout cas, à jouer à des jeux de plateau. Certains font la transition, comme c'est le cas pour Xavier ou pour moi-même, mais c'est pas toujours le cas. Quoi qu'il en soit, 911 Operator Board Game, on en reparlera la semaine prochaine, mais pour l'instant ça marche plutôt pas mal, même si c'est pas époustouflant non plus. Et ça nous vient de Pologne. Autre projet présenté le 9 octobre dernier,
New Avernus sur BackerKit, qui pour l'instant est à 508 backers, 9 jours avant la fin de la campagne, 27 000 € d'engrangés. Voilà, un jeu pas très joli, hein, je le répète, comme je l'avais dit à l'époque, donc le 9 octobre dernier dans le menu crowdfunding, avec un matos pas extraordinaire, ça vend pas du rêve, ça met pas la tulipe à 45 degrés, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit celle-là, je sais que vous l'aimez bien. Mais du coup, pour ceux que ça intéresse malgré tout, je vous renvoie vers le menu crowdfunding du 9 octobre dernier, dans lequel je présentais le jeu. Non, pas du le jeu. Celui-ci, pour le coup, avait été présenté dans le menu crowdfunding du 16 octobre dernier. Il s'agit de 14 Frantic Minutes, un jeu de puzzle en coopération avec des tuiles asymétriques, on va dire. Chacun des personnages aura une tuile, enfin des tuiles différentes qui vous permettront de sortir du labo de ce savant fou qui cherche à détruire le monde. Donc vous aurez à bien de contrecarrer ses plans tout en vous échappant du labo, bien évidemment, en activant différents interrupteurs pour mieux sortir de la pièce. Mais il faudra construire des chemins à partir de vos tuiles, mais chacun à votre tour en posant des tuiles différentes pour essayer de trouver le chemin vers la sortie, comme vous le voyez ici, avec plusieurs joueurs qui alignent différentes tuiles tour après tour pour espérer s'en sortir. Donc une proposition assez intéressante de Joe Slack, dont c'est le 4e projet. Joe Slack, c'est un personnage assez connu qui a même écrit un bouquin que j'avais pu lire d'ailleurs sur la conception de jeux de société qui était assez intéressant. Qui avait fait dernièrement d'ailleurs Relics of Rajavihara, qui avait plutôt bien fonctionné d'ailleurs, Cunning Linguistics bien plus tôt d'ailleurs, qui avait été annulé, mais qui était sorti par la suite en boutique directement, je crois, aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, 14 Frantic Minutes, on en reparle une dernière fois la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est pas un énorme succès comparativement à son précédent jeu, qui avait fait un assez beau succès pour le coup. Là, 272 contributeurs, 6 000 € d'engrangés, c'est pas extraordinaire du tout, et pourtant je le trouve un certain charme. C'est pas un jeu pour moi, mais quand même assez charmant. Vous me direz ce que vous en pensez pour 14 Frantic Minutes, mais de toute façon, pas de version francophone. Et on termine cette semaine par 7th Sea City of Five Cells, un jeu de cartes qui potentiellement va venir s'enrichir de nouvelles extensions par la suite, Expandable Card Game, ça veut tout dire. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 558 backers pour l'instant, 65 000 € d'engrangés, donc c'est financé largement. 10 jours avant la fin de la campagne, vous me l'aviez fait placer dans les gros projets de la semaine, dans le menu crowdfunding du 16 octobre, et c'est toujours un truc que je comprends pas. Personne n'a justifié en commentaire un vote quelconque pour lui dans les projets de la semaine. Donc voilà, il est dans les gros projets de la semaine du 16 octobre dernier, sans vraiment que je sache pourquoi, si ce n'est que, certes, il a plutôt une belle direction artistique, il a, des mécanismes de base qui sont pas inintéressants, avec des factions relativement asymétriques, avec un système de combat qui a l'air d'être assez intéressant également. Mais au-delà de ça, je comprends pas pourquoi vous me l'aviez fait placer quand même, si ce n'est potentiellement pour du trolling, je ne sais pas, pour faire du troll, dans les gros projets de la semaine. En plus de ça, je rappelle également que il a un truc assez fun dans le mauvais sens du terme, à savoir un pledge de base en PDF, donc en print and play, à 25 $ le print and play. Donc 25 $ le print and play, 25 $ comme vous me ferez acheter un PDF à 25 $. J'ai pas de suite à cette phrase, mais vous voyez le genre. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour 7C, on en reparle une prochaine fois, voilà, de toute façon la semaine prochaine, une dernière fois, pour 7C City of Five Cells. Et c'était également le dernier projet suivi cette semaine. Du coup, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui encore. Je vous avoue que, en l'état, vu la charge de travail que j'ai ces derniers mois, et le petit à la maison bien évidemment, je ne sais pas jusqu'à quand je pourrai continuer le suivi du mini crowdfunding. C'est encore en réflexion. Peut-être que je vais continuer. Je pense que je vais continuer au moins jusqu'à la fin de l'année, théoriquement. Mais après, je sais pas encore, ça dépendra. Le menu crowdfunding ne bougera pas, tous les dimanches, ça n'a pas de souci. Mais peut-être que la vidéo de mercredi, qui est juste un suivi, de toute façon, si vous suivez le menu crowdfunding et que vous mettez un petit rappel sur les campagnes qui vous intéressent, vous recevrez de toute manière des rappels pour les campagnes qui s'apprêtent à se terminer. Donc, je sais pas, j'avoue que cette seule émission dans la semaine me prend un peu plus de temps que l'intérêt qu'elle me semble avoir pour les viewers. Donc au final, ce que je vous demande, c'est de me donner votre avis sur, bien évidemment, sur ce format du suivi du menu crowdfunding, ce que ça vous apporte. Je sais qu'il est de plus en plus visionné, alors que pourtant je ne fais absolument aucune promotion pour cette vidéo, alors que j'en fais un tout petit peu pour le menu crowdfunding. Mais pourtant, elle évolue progressivement, donc ça me laisse penser que vous appréciez le format malgré tout. Mais quand même, je serais curieux de voir ce que vous en pensez, parce que je me pose un petit peu des questions récemment sur ce format. Quoi qu'il en soit, on vous retrouve de toute façon très prochainement, à savoir au pire dimanche prochain, au mieux, parce que je sais que vous aviez fini de tourner une vidéo,
S'il la monte assez rapidement, peut-être que vous retrouverez Xavier à minima, pas moi, mais Xavier, un peu plus tôt que ce que je pensais. Du coup, d'ici là, bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine, tout simplement. Jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine!